Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce JT des JT, le sommaire. Cette semaine, la Fédération béninoise de handball du Bénin et l'ESAE ont signé un partenariat pour la promotion de l'excellence. Des bourses sont offertes aux handballeurs. Invité pour se prononcer à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale mardi dernier par rapport au projet de budget de l'État exercice 2024, les centrales syndicales ont manqué l'appel. Les raisons de leur absence ont été livrées par Moussel Amoussou, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. À l'instar des jeunes filles de Dassa, celles des communes de Bonté et de Glazoué ont désormais leurs espaces sécurisés. Les cérémonies de mise en service de ces espaces ont été placées sous la houlette de Plan International Bénin mercredi dernier. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. L'institution du médiateur de la République du Bénin a organisé mardi dernier à Cotonou une séance de vulgarisation du rapport d'activité 2022. À cette même séance, la saisine en ligne du médiateur de la République a été lancée. C'était en présence du ministre de la Justice, des présidents de la Cour constitutionnelle et de la HAC. Reportage signé ETélé. 2022 a été une année importante pour la mission médiation conduite par Pascal Essou. C'est ce qui ressort du rapport d'activité présenté aux partenaires et autres institutions présentes. En 2022, les activités de l'institution se sont intensifiées eu égard au vaste chantier induit par sa mission de dialogue politique. L'institution était pratiquement sur tous les fronts. Des séminaires ont été organisés à l'intention des partis politiques et différentes parties prenantes aux élections législatives de janvier 2023. D'autres actions ont été également menées tout au long de l'année 2022 dans le cadre de la visibilité de l'institution et le raffermissement de son rôle d'intercesseur gracieux entre les administrateurs et les administrés. Sans oublier les sessions du médiateur de la République considérées comme une des activités majeures qui rythment la vie de l'institution. L'objectif des sessions, c'est quoi? C'est que lorsque les usagers nous saisissent de leurs difficultés, nous, à notre tour, nous saisissons les administrations mises en cause pour avoir plus de précision et leur demander, au cas où le grief porté par les citoyens serait réel, que l'administration nous aide à y donner réponse. Alors, lorsque nous adressons cette demande d'intervention aux administrations, il y en a qui ne répondent pas dans les délais requis ou qui ne répondent même pas du tout. Pour donc donner satisfaction aux usagers, le médiateur Pascal Essou a décidé d'organiser les sessions 2 fois dans l'année. Dans l'ensemble, l'institution a reçu et traité 697 réclamations de diverses natures. En somme, le présent rapport 2022 est articulé autour de 4 parties essentielles: les grands faits et événements dans la vie de l'institution, le bilan du traitement des recours, les moyens d'action et les relations extérieures de l'institution, les recommandations. Personne n'a oublié les événements qui ont caractérisé les élections de 2019 et 2021. Donc, au lendemain de ces élections, et pour prévenir d'éventuelles violences pour les élections de 2023,
le médiateur a initié une série de rencontres dans le cadre du dialogue politique. Et nous avons eu la première rencontre du 25 avril au 5 mai 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, où nous avons invité les partis, tous les partis régulièrement constitués. À l'époque, il y en avait 16 et il y en a 14 qui ont répondu présents à notre invitation. Et avec chacun des représentants des partis, nous avons échangé sur les difficultés qu'ils éprouvaient par rapport au processus, sur leurs souhaits que nous avons essayé de résumer et de transmettre au chef de l'État sous forme de plaidoyer. Même si le volume d'activité en 2022 est en progression par rapport à 2021, le médiateur de la République se rapproche davantage des populations. Ce rapprochement a conduit l'institution à mettre en place en son sein une plateforme de saisine en ligne pour permettre à toute personne vivant au Bénin ou à l'étranger de saisir le médiateur pour toute réclamation ou plainte. Désormais, pour saisir le médiateur de la République, plus besoin de se déplacer. Il suffit juste d'aller sur le portail web du médiateur en tapant www.mediateur.bj. L'institution dont Pascal Essou est en charge vient de gagner une fois encore la confiance des partenaires techniques et financiers. Convaincu de la justesse de cette activité, la coopération suisse a volontiers accepté d'appuyer le médiateur de la République dans ses efforts de médiation de proximité. C'est dans cette même dynamique que nous avons accepté également d'accompagner l'institution dans son initiative visant à offrir désormais aux populations du Bénin et même au-delà la possibilité de saisir en ligne via Internet, comme on vient d'apprendre. L'institution est consciente que beaucoup de défis se dressent encore sur le chemin de la pleine résolution des conflits entre les administrations et les citoyens, mais la volonté de les résoudre est partagée par le gouvernement. L'année 2026 est une année de grands défis, en ce sens qu'elle connaîtra pour la première fois dans notre pays des élections générales. Le médiateur de la République, dont l'une des missions est de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, fait de cet important tournant de notre histoire une préoccupation majeure. C'est pourquoi l'institution envisage déjà, dans une nécessaire anticipation du processus de préparation de ces élections, que nous voudrions pacifiques, comme ce fut le cas en janvier dernier, des activités d'envergure nationale à partir de 2024. Le médiateur de la République entend décupler ses services dans le sens d'une meilleure assistance aux citoyens par l'écoute de proximité, les descentes sur le terrain afin de prévenir les exacerbations des tensions sociales et semer partout où cela est possible les graines de la paix. La coordination de l'organisation Tournons la page TLP Bénin a organisé une conférence publique sur le thème limitation de mandat et alternance démocratique en Afrique, enjeux et défis. C'était le vendredi dernier et la conférence a été animée par l'avocat au barreau Maître Charles Badou. Au terme de ces échanges, le coordinateur de TLP Bénin, Elias Béanzé, a rappelé le concept de cette conférence. Il est au micro de ESAE TV. Cette activité s'inscrit dans un cadre général d'action qui entre en droite ligne avec les autres activités et actions organisées en cette année 2023 autour de la date précieuse pour nous, militants de la société civile, du 15 septembre, qui est la date de la Journée internationale de la démocratie. Dans ce cadre-là, le secrétariat international TLP a organisé déjà en septembre à Paris une série d'activités, dont 2 ateliers. Le premier portant sur le thème de limitation des mandats et alternance démocratique en Afrique, et le deuxième portant sur le thème de repenser la démocratie au Sahel, et enfin un concert, toujours à Paris, sur une chanson qui porte la campagne internationale pour la limitation des mandats. Et donc ce concert a été animé par des artistes qui avaient déjà tous leur voix sur la chanson de cette campagne de limitation-là, c'est-à-dire Léman au Bénin, Mewe pour la Côte d'Ivoire, Awadi pour le Sénégal, Donstache pour le Togo et bien d'autres artistes encore. De retour à Cotonou, nous nous sommes dit dans
la coordination de la coalition TLP du Bénin, qu'il était aussi nécessaire de réunir pour notre compte les autres associations partenaires, membres de TLP Bénin, les associations partenaires, les organismes partenaires, les ONG internationales qui interviennent sur les mêmes thématiques que TLP, c'est-à-dire démocratie, état de droit, bonne gouvernance. Donc nous avons dit qu'il fallait donc les réunir pour partager avec eux et avec elles la thématique de la limitation des mandats, de limitation des mandats et de l'alternance démocratique dans un contexte particulier qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est le contexte de coup d'État et de coup dur porté à la démocratie et aux libertés en Afrique. Donc c'est dans ce contexte que nous avons voulu. Nous avons voulu que cette activité se tienne forcément en 2023. C'est pourquoi nous le faisons maintenant, compte tenu d'un certain nombre de situations administratives que nous étions en train de régler, n'avons pas pu le faire très tôt. Maintenant, nous sommes heureux de l'avoir fait enfin. Et je voudrais remercier à cela Maître Charles Badou, qui, malgré toutes ces tâches et préoccupations et occupations quotidiennes, a pu dégager le temps qu'il faut pour nous faire la brillante présentation que nous avons tous appréciée tout à l'heure. La suite, c'est que nous allons maintenant, en tant que TLP Bénin, dire à tout le monde que nous existons. Nous allons donc envoyer des demandes d'audience au cabinet des ministres du gouvernement. Nous allons écrire aussi aux institutions nationales qui interviennent sur les questions de thématiques qui nous intéressent. Les élections, donc la Sénat, le ministère de l'Intérieur, les droits humains, donc la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous allons voir les institutions, ou les agences des Nations Unies. Nous allons donc écrire aux ONG nationales partenaires, comme ALCRE par exemple, comme Amnesty International, et les autres institutions internationales qui interviennent au Bénin Mandela, pour nous faire connaître. Ce sera l'occasion aussi, dès le début de l'année prochaine 2024, de faire une autre conférence sur ce que nous comptons faire pour cette année-là, qui est en cours de construction et qui n'est pas encore totalement achevé. Donc je ne voudrais pas aller trop vite en besogne en vous disant déjà ici des choses qu'on n'a pas fini de concocter. Mais nous allons donc faire cette conférence avant la fin du mois de janvier. Comme je l'annonçais en titre, attendu à l'Assemblée nationale mardi dernier pour apporter leur contribution à l'amélioration du budget de l'État exercice 2024, les centrales syndicales béninoises étaient absentes. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, a évoqué les raisons de leur absence à ce rendez-vous. Propos recueillis par ESAE TV. Les confédérations n'ont pas boycotté. Ce qui s'est passé, c'est que les confédérations n'ont pas été invitées dans les règles de l'art, c'est-à-dire que nous n'avons jamais reçu le projet de loi sur lequel on devait opiner devant l'Assemblée nationale. Habituellement, lorsque l'Assemblée nous invite, elle fait accompagner l'invitation du projet de loi pour l'ensemble des invités. Cette année, les confédérations n'ont pas eu ce document-là. Elles l'ont réclamé, mais elles ne l'ont pas eu jusqu'au jour du rendez-vous devant l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, on serait allé à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Pour opiner sur quel document? Sur quel contenu du document? Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai expliqué, que nous n'avons pas reçu le document sur lequel on devait se réunir, nous, à la Bourse du Travail, regarder quels sont les aspects sociaux, quelles sont les prévisions pour les travailleurs, etc., etc. Et c'est sur cette base que nous nous présentons à l'Assemblée nationale pour présenter notre document de position. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qui s'est passé à la commission budgétaire, mais toujours est-il qu'ils ont oublié de nous envoyer le document. Et malgré nos relances, on n'a pas eu le changement qu'on souhaitait, et donc on ne pouvait pas se présenter là-bas. Donc il ne s'agit pas d'un boycott, il s'agit simplement, disons, d'un dysfonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale, certainement. Le secrétaire général de la CSA Bénin a aussi donné son avis sur la réaction du député Gérard Benouchi, qui estime qu'ils ont boycotté, que les centrales syndicales ont boycotté cette étude du projet de budget de l'État exercice 2024. On l'écoute à nouveau au micro de ESAE TV. Il y a une polémique inutile qui a été allumée et entretenue par le président de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale, l'honorable Benouchi. Et moi, je n'ai pas compris cette polémique. Quand vous avez fauté, il faut reconnaître que vous avez fauté. Quand il y a eu un couac dans le fonctionnement de la commission budgétaire, il faut reconnaître qu'il y a un couac et non pas chercher donc à diaboliser les syndicats que nous sommes.
tous les propos que j'ai entendus tenus par l'honorable m'ont surpris d'autant plus qu'on avait expliqué que ce n'était pas un boycott et que c'est parce que nous n'avions pas reçu les documents. Et donc, vous avez vu la réaction de l'honorable. Il a parlé de vengeance, il a parlé du boycott depuis 3 ans, 4 ans, et tout ça sont des propos qui ne sont pas justes. La procédure est connue, ils la connaissent. Ce n'est pas la première fois qu'on nous invite. C'est une pratique démocratique qui date de plusieurs années. Et c'est justement l'Assemblée nationale qui nous a toujours envoyé le document, le projet de loi. Donc, ce n'est pas une nouvelle démarche que nous demandons, ce n'est pas une demande nouvelle formulée par les syndicats. C'est ce qui se fait habituellement qui n'a pas été fait cette année. Et quand l'honorable répond en disant que personne n'a eu le document physique cette année, que tout a été, disons, digitalisé, et que c'est la dématérialisation, qu'on devait aller rechercher nous-mêmes le document, disons, sur le site du gouvernement. Est-ce que dans l'invitation, il nous a indiqué quel était le moyen pour accéder au document? Non. Les services de l'ANIP sont désormais dans tous les services des arrondissements d'Abomey-Calavi. Cela est possible désormais grâce à l'installation des membres des unités communales d'identification des personnes dans la cité dortoir. C'était en présence du directeur général de l'ANIP, Pascal Niamoulinda, et du maire de la commune, Angelo Arondino, au RTB pour le reportage. Je vous souhaite la bienvenue dans le département de l'Atlantique. Où que vous soyez déployés dans le département, considérez que vous êtes chez vous. Désormais, plus besoin de parcourir de longues distances pour bénéficier de tous les services d'identification personnelle à Abomey-Calavi. Après les villes à statut particulier de Parakou et de Porto Novo, c'est au tour de cette commune d'accueillir des unités communales d'identification des personnes. Ils seront installés dans les 9 arrondissements. Vu que la population se déplace désormais pour ce Cotonou, elle a toute la liberté de se rendre dans n'importe quel arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, bien à la mairie d'Abomey-Calavi elle-même, pour avoir toutes les prestations capables d'être déjà en fait à la direction générale. Des choses comme ça peut frustrer un certain nombre de personnes. La cérémonie officielle d'installation de ces nouveaux agents marque une importante avancée dans l'atteinte des objectifs fixés par l'ANIP. En installant ce jour les membres des unités communales d'identification des personnes, j'ai la conviction que les questions d'identification seront mieux adressées et convenablement prises en charge par les UCIP d'Abomey-Calavi. Je saisis cette opportunité pour remercier le gouvernement qui a vu juste avoir pris cette initiative qui aujourd'hui permet aux citoyens d'avoir facilement les différents actes. Après Abomey-Calavi, plusieurs autres villes du Bénin connaîtront également ce rapprochement à l'endroit des prestations de l'ANIP dans les tout prochains jours. Le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a démarré cette semaine, plus précisément le 14 novembre dernier, une tournée de contrôle. Le ministre Tonato était à l'occasion sur quelques chantiers publics. Plus de précisions à travers cet élément signé E-Télé Bénin. 10 chantiers de construction en cours visités par le ministre du Cadre de vie et des Transports José Didier Tonato. Marché de Gros, cité des logements sociaux de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce sont entre autres chantiers visités en premier par le ministre et sa délégation. Cap a été ensuite mis sur la ville de Cotonou où sont en construction la galerie marchande du stade général Mathieu Kérékou, la cité ministérielle, la cité de la Défense, le siège de la vice-présidence de la République, le centre des affaires maritimes, l'Institut national de la femme, le site du ministère du numérique et de la digitalisation et le marché de Gonri. Le constat fait à l'issue de la visite de tous ces chantiers évolue normalement avec un beau taux d'exécution. Le directeur général de la société Simo en charge des 10 chantiers fait le point de quelques sites. Au niveau donc du marché de Gros, que globalement on est au-dessus on est au-delà de 80% pour l'ensemble des lots qui sont engagés.
vous avez pu voir que sur les entrepôts, nous sommes en phase d'opération préparatoire préalable à la réception des travaux. Et que bientôt, avec la désignation des exploitants, on pourrait vraiment mettre en exploitation ce projet. Donc, vous avez également pu voir au niveau de la cité administrative qui est destinée à recevoir justement les services techniques des ministères que, après les difficultés que nous avons connues en fin d'année dernière, nous avons restructuré le chantier et procédé à une nouvelle adjudication et désormais l'entreprise, la nouvelle, a pris les rênes donc, du projet et ça marche. Sur 16 bâtiments, nous avons un premier lot déjà de 4 bâtiments qui sont déjà quasiment achevés à l'étape gros œuvre. On en a 6 qui sont lancés et nous serons dans le délai qui est fixé. Néanmoins, il faut noter que retard dans l'exécution des travaux a été relevé sur le chantier du siège de l'Institut national de la femme INF à Cotonou. Le ministre a ordonné la résiliation du contrat avec l'entreprise en charge des travaux. L'Organisation internationale Direct Aid a procédé à la remise officielle de kits de vivres et non-vivres aux populations victimes d'inondations mardi 14 novembre dernier à son siège. Reportage signé ESAE TV. 2000 kits de vivres et de non-vivres. C'est ce qu'a octroyé l'Organisation internationale Direct Aid Bénin aux populations victimes des inondations. Cet acte qui apporte un soulagement aux populations est le fruit du partenariat avec le gouvernement béninois. Grâce au protocole d'accord de partenariat entre mon département ministériel et l'Organisation internationale humanitaire Direct Aid, signé en 2017, plusieurs actions et appuis ont été enregistrés, notamment les campagnes de distribution de vivres et non-vivres aux populations en situation d'inondation, la réalisation de forages dans différentes localités du pays, le démarrage du projet de dotation de 70 embarcadères du Bénin en bac motorisé, etc. Cette année, Direct Aid offre aux sinistrés non seulement une importante quantité de kits de produits alimentaires et non alimentaires, mais aussi des bacs motorisés d'une valeur globale de 108 240 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, chers invités, à ma qualité de président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ma profonde gratitude aux responsables de Direct Aid pour leur disponibilité permanente. La distribution de 2000 kits de vivres et non-vivres et de 5 barques motorisées et leurs accessoires, plus des fournitures scolaires aux populations sinistrées des communes les plus touchées par les inondations, d'un coût global de 108 240 000 francs CFA, à savoir les communes de Karimama, Malanville, Atémé, Kandi, Toreposito, Dangbo, Bono, Agégué, Lokosa, Suava, Ouessé, Savalo et Ndali. Ces kits sont composés de sacs de riz, bidons d'huile, tomates en boîte, de sucre, spaghettis, de coquillettes, de sel de cuisine, de savon, couverture moustiquaire, de feuilles de tôle, de nattes et de eau de javel. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement qui vient à point nommé. Ce don sera réparti dans plusieurs régions affectées. Cette cérémonie est une illustration de notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination à faire front aux redoutables défis inhérents à cette complexe mission qu'est le développement local durable pour le bien-être de nos paisibles populations. C'est pourquoi j'adresse à Monsieur le représentant résident mes vifs remerciements pour non seulement la présente cérémonie, mais pour les efforts que vous nous cessez d'accomplir aux côtés du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, en faisant de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille. J'invite les bénéficiaires à faire bon usage des dons qui seront reçus.
Direct Aid Bénin confirme ainsi par cet acte son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations béninoises. Plusieurs autres actions sont également prévues. Le projet Plan pour les filles de Plan International Bénin a procédé mercredi dernier à l'inauguration à Bonté et à Glazoué d'espaces sécurisés pour les jeunes filles de ces communes. Les cérémonies de mise en service de ces espaces ont été placées sous la houlette de Bernadette Fonge, représentante résidente de Plan International Bénin, Evelyne Dabiré, de chef de la coopération canadienne et du préfet des collines, en présence de plusieurs autres personnalités et des bénéficiaires au cours de cette cérémonie d'inauguration dans les deux communes. Et tour à tour, les représentantes de Plan International Bénin et de la coopération canadienne ont rappelé que le projet Plan pour les espaces pour les filles, vise d'abord à améliorer la réalisation des droits des filles et le mieux-être. La représentante résidente de Plan International Bénin, Bernadette Fonge, chef de la coopération canadienne au Bénin, Evelyne Dabiré, et le représentant du ministère en charge des affaires sociales, le préfet des collines et autres élus locaux ont mis l'accent sur l'importance de ces espaces sécurisés pour les jeunes filles. Ils ont surtout insisté sur leur utilisation judicieuse pour les maintenir toujours en bon état. Les porte-paroles des filles bénéficiaires ont dit toute leur gratitude aux responsables du projet Plan pour les filles. Et pour ces filles, la mise en service de ces espaces constitue un grand soulagement. Installée il y a quelques jours, la première mini-station de vente informelle d'essence située à Gbedjoumélé dans le 6e arrondissement de Cotonou. Dans cette mini-station, le prix d'essence est le même que dans les autres points de vente informels. C'est ce qui ressort des propos des responsables de ces sites. Reportage signé ESAE TV. Comme à son habitude depuis quelques jours, Constantin approvisionne un des réguliers clients de sa mini-station d'essence. Mise en place il y a environ une semaine, l'initiative des mini-stations est déjà bien appréciée. Et nous, il y a des noms c'est les oulisotés ou aller de l'air, nous, et puis, pour les acheteurs, les raisons de l'approvisionnement à la mini-station sont de plusieurs ordres. Avec tout ton déchiré, nous supportons quoi. Déchiré, nous supportons donc. À Carole, j'ai pour le moment, elle a quoi. Carole, tu as solide quoi. Elle a repris des mois quoi. Ça dépend de là où je vais. Si ma voie passe devant une station, je vois que je suis en cours d'essence. Je me rends la station comme ça. Là maintenant, ma voie se fait quand j'ai ressenti que ma moto est en panne d'essence. Donc, la première station que j'ai trouvée, la première mini-station que j'ai trouvée, je me suis approvisionné. Dans les différentes mini-stations installées à Gbedjoumélé, Wologede et Dirico, l'essence est vendue au prix de 600 francs, de même que chez certains vendeurs d'essence de contrebande. Situation qu'expliquent les vendeurs. Ceci, c'est comme les autres, c'est parce que le filtrage est différent, c'est pourquoi on vendait ça à 600. Maintenant, ils demandent pourquoi lorsqu'on a ouvert premièrement là, c'était à 575. On les a expliqué que c'est parce que c'est comme promotion, c'est pourquoi on vendait ça à 575. Mais actuellement, c'est à 600. Il faut fixer quoi les l'état alors que quoi les dieux nous t'entendent nous on bipe il faut quoi. Dès au cas où bipe il faut voiture il a quoi les fixer prix bon. Et une station pour dans la billet là non Pour l'instant, certaines mini-stations attendent d'être mises en service et d'autres potentiels vendeurs et acheteurs attendent de les prendre d'assaut. Hors du Bénin, plus précisément au Libéria, Georges Weah a concédé la défaite à la présidentielle et félicité Joseph Boaké, crédité de 50,64% des voix sur près de 99,98% des bureaux de vote dépouillés par la Commission nationale des élections le 18 novembre.
novembre au soir. Personnalité politique bien rodée aux affaires de l'État, Joseph Boaké promet de sauver le pays qu'il estime rongé par une administration corrompue. Un thème qui a attiré de nombreux électeurs déçus par la gestion des affaires publiques par l'entourage de George Weah. Il faut noter que le vote a repris samedi 18 novembre dernier dans 25 bureaux des comtés de Grand Crou et de Nimba. Le syndicat national des journalistes aux Comores a organisé un concert de solidarité hier samedi 18 novembre à Moroni. Le but est de lever des fonds pour la création d'une mutuelle de santé destinée aux journalistes comoriens qui peinent à vivre et à se soigner avec leur salaire insuffisant, car la majorité d'entre eux fait face à des situations médicales nécessitant des soins onéreux, les obligeant parfois à lancer des cagnottes. Le SNJC aspire à mettre fin à cette pratique et à créer une mutuelle pour la première fois dans l'histoire des médias comoriens. Et bénéficier d'une couverture médicale adéquate est aussi perçu comme un moyen pour ces journalistes d'éviter de céder à la tentation de la corruption et garder leur indépendance, surtout en cette période électorale qui s'ouvre. Kiev et Moscou ont été visés dans la nuit du samedi à dimanche par des attaques de drones adverses qui ont été en grande partie interceptés par des défenses anti-aériennes et n'ont pas fait de victimes selon les autorités. Sport pour finir, mardi dernier au siège de la Fédération béninoise de handball s'est tenue la cérémonie de la signature de partenariat entre l'ESAE et la dite fédération. Cet accord de partenariat permettra aux handballeurs de bénéficier de bourses entièrement gratuites dans l'université. À la sortie de cette cérémonie, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimon, et le fondateur de l'université ESAE, Clément Adéoti Adéchian, se sont prononcés sur ce partenariat. Ils sont au micro de ESAE TV. Ça nous fait plaisir. Je crois que ça entre en droite ligne de la politique que nous sommes en train de mener. Une politique qui permet à ce que le handball soit déjà un métier. Et un métier qui vous permet d'étudier, c'est aussi un métier qui vous permet, une fois que vous n'êtes plus sportif, de pouvoir être dans la vie active. Ça nous permet de dire aux jeunes que les sportifs, ce n'est pas des désœuvrés, ce n'est pas des tarés. Et ça nous permet surtout de pouvoir envoyer ceux qui n'ont pas les moyens pour étudier. Je pense que le fondé a été très modeste de n'avoir pas donné des détails. C'est quand même des athlètes qui peuvent avoir 5 ans de bourse, c'est-à-dire de la première jusqu'en 5e année, donc de l'inscription jusqu'au master. C'est 4 campus, c'est Parakou, c'est Cotonou, c'est Akakwa, c'est Calavi. Donc je dis le fondé a été très modeste de ne pas dire tout ce qu'il met à notre disposition. Les jeux universitaires, s'ils vont rentrer dans le centre de la politique sportive et s'ils peuvent encourager à de telles émulations, on ne peut que être content. La première raison, c'est une amitié. La deuxième, la passion pour le sport. La troisième, la volonté d'aider les plus démunis. Cette volonté croisée de part et d'autre au niveau du président de la Fédération béninoise de handball et de l'institution universitaire ESAE. Quand vous mettez ces 3 éléments ensemble, ça a permis de penser vraiment solidifier quelque chose de bien, de durable et de fort pour vraiment aider cette jeunesse-là. Nous sommes présents en tant qu'institution dans le football. Quand on dit ESAE, ESAE FC, tout le monde le sait. On a un palmarès, on a une histoire, on a laissé des traces que nous espérons bien vont être rattrapés, compensés ou bouclés par d'autres qu'à présent. Les Jeux universitaires sont arrivés, ça fait 2 ou 3 années que nous participons, on est toujours en finale. Cette année, nous avons gagné la première place et la 3e place. Et nous avons des jeunes athlètes qui ont eu 4 médailles, toujours pour ESAE. Mais malheureusement, le handball, qui est un sport que nous affectionnons, n'a pas pu présenter une seule équipe. Je ne peux pas avoir une proximité aussi agréable avec le président du handball et ne pas pouvoir disposer dans mon université une équipe de handball. Alors, abusant de cette amitié que nous avons, cette vieille proximité, on a partagé un bâtiment ensemble quand même au commencement de ESAE, tout le reste,
nous avons dit, nous allons commencer quelque chose d'important. Et le but le plus important qu'il faut retenir de ce partenariat, c'est que nous allons permettre à des personnes, des indigents qui ont quand même de la très bonne volonté d'étudier, mais dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ont du talent pour faire du handball. Parce que ici, le partenariat, c'est d'abord le handball. Il faut d'abord être indigent, avoir la capacité à produire du handball, même amateur, déjà. Et sur la base de ça, nous les encadrons et nous les mettons à disposition de nos campus. Et ils seront la pépinière que ESAE va commencer par présenter. D'abord pour les Jeux universitaires, et pourquoi pas Jeux universitaires africains. Parce que dans d'autres pays, ça se présente, ça se joue allègrement. Nous allons partir de quelque part. Alors, je remercie franchement le président de la Fédération de handball qui n'a pas hésité un seul instant, qu'il a eu mon coup de fil, ce matin seulement, pour lui demander, mais mettons quelque chose ensemble pour aider cette jeunesse-là, dans le domaine qui est le vôtre, par rapport à l'expertise qui est la nôtre, afin de révéler encore une façade au monde. Il n'a pas hésité, le matin déjà, et nous voilà ici pour mettre pratiquement déjà en forme un partenariat qui va profiter vraiment à ce pays, aux enfants de ce pays, des cadres de demain. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.